Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter du livre de James Clear, Atomic Habits, An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones, publié en 2018 par Avery, une maison d'édition de Penguin Random House LLC à New York. Il s'agit d'un résumé indépendant et en aucun cas il ne remplace la lecture de l'œuvre originale, qui est la seule à pouvoir transmettre la pleine mesure des intentions de l'auteur. L'idée fondamentale de ce livre est simple et brutale. On se ment à nous-mêmes en permanence. On croit que pour changer sa vie, il faut une révolution, un coup d'éclat, une motivation herculéenne qui va tout bousiller sur son passage. C'est faux. La vérité, c'est que les transformations massives viennent de changements minuscules, presque invisibles, des habitudes atomiques. C'est l'effet cumulé, le seul super-pouvoir accessible au commun des mortels. L'auteur, James Clear, ne sort pas ça d'un chapeau. Il a appris cette leçon de la manière la plus violente qui soit. Au lycée, il s'est pris une batte de baseball en pleine figure. Pas une petite tape, non. Un accident qui lui a fracturé le crâne, bousillé le nez et les orbites. Il a fini dans le coma. À son réveil, c'était un champ de ruines. Sa carrière de joueur de baseball, son rêve, semblait terminé. C'est à ce moment-là, au fond du trou, qu'il a compris que la seule porte de sortie, c'était de reconstruire, mais pas avec des grands gestes désespérés. Il a commencé par des choses ridicules. Faire son lit tous les jours, s'endormir à une heure décente. Des micro-victoires. Ces petits riens, répétés jour après jour, ont créé une dynamique. 6 ans plus tard, il était élu meilleur athlète de son université. Ce n'est pas une histoire de super-héros. C'est l'histoire d'un type qui a compris que la vie n'est pas un sprint, mais un marathon de petites actions cohérentes. 1. Le pouvoir surprenant des habitudes atomiques. 1.1. La mathématique impitoyable de l'amélioration. La logique derrière tout ça est implacable. On surestime ce qu'on peut faire en une journée et on sous-estime ce qu'on peut accomplir en un an. L'auteur nous balance un calcul simple. Si tu t'améliores de 1% chaque jour, à la fin de l'année, tu seras 37 fois meilleur. Par contre, si tu te dégrades de 1% chaque jour, tu finis quasiment à zéro. Ça semble anodin, ce petit pourcent. Aller à la salle une fois ne te transformera pas en athlète. Écrire une page ne fera pas de toi un écrivain. C'est pour ça que la plupart des gens abandonnent. Ils ne voient pas de résultats immédiats et se disent que ça ne sert à rien. Ils veulent le shoot de dopamine de la réussite instantanée, pas la lente et chiante construction d'un système. C'est ce que Clear appelle le plateau de potentiel latente. Imagine un glaçon dans une pièce où la température monte degré par degré. À 4, -3, -2 degrés, il ne se passe rien. Tu as l'impression de fournir un effort pour rien. Puis à 0 degré, tout bascule. Le changement devient visible. Tes habitudes fonctionnent de la même manière. Tu accumules de l'énergie, tu stockes du potentiel, et un jour, sans crier gare, tu franchis un seuil et les résultats explosent. Le problème, c'est que la société nous vend l'idée du succès du jour au lendemain, mais elle oublie de nous montrer les 10 années de galère qui ont précédé. Les gens voient le tremblement de terre, pas les millions d'années de pression tectonique qui l'ont provoqué. La maîtrise demande de la patience. Choisis tes efforts et accepte que les fruits de ces efforts ne tomberont pas tout de suite. 1.2. L'arnaque des objectifs. Pourquoi les systèmes sont rois? On nous a toujours seriné qu'il fallait se fixer des objectifs. Devenir riche, perdre 20 kilos, gagner un championnat. Selon Clear, c'est une des plus grosses conneries du développement personnel. Le problème n'est pas que les objectifs soient inutiles, ils donnent une direction. Le problème, c'est que se concentrer dessus est le meilleur moyen d'échouer. Sérieusement, tu penses que les gagnants et les perdants ont des objectifs différents? Chaque athlète aux Jeux olympiques veut la médaille d'or. Chaque candidat veut le poste. L'objectif ne différencie personne. Ce qui fait la différence, c'est le système mis en place pour y arriver. L'équipe de cyclisme britannique a stagné pendant 100 ans. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas gagner le Tour de France. C'est seulement quand ils ont mis en place un système de agrégation des gains marginaux. Améliorer de 1% chaque détail, du siège du vélo au gel de massage, qu'ils ont commencé à tout rafler. Les objectifs sont une source de malheur. L'idée sous-jacente est « je serai heureux quand j'aurai atteint mon but ». C'est un piège.
Tu passes ta vie à courir après un futur hypothétique au lieu d'être satisfait du processus. Tomber amoureux du processus plutôt que du résultat, voilà le secret. Un système, lui, peut te rendre heureux à chaque fois que tu l'exécutes. De plus, un objectif est un événement ponctuel. Tu nettoies ta chambre, objectif atteint. Mais si ton système de rangement est bousillé, elle sera à nouveau en bordel la semaine suivante. Tu as traité le symptôme, pas la cause. Le but n'est pas de courir un marathon. Le but est de devenir un coureur. Le but n'est pas d'écrire un livre. Le but est de devenir un écrivain. L'objectif est éphémère. Le système est permanent. C'est un changement de paradigme total. Tu ne vises plus un résultat, tu construis une identité. 2. Comment tes habitudes façonnent ton identité et vice-versa. 2.1. Les 3 couches du changement. Si tu essayes de changer tes habitudes sans changer qui tu es, tu te prépares à l'échec. Clear présente le changement comme un oignon à 3 couches. La couche extérieure, c'est celle des résultats. Perdre du poids, publier un livre. La couche intermédiaire, c'est celle des processus. Aller à la salle, écrire tous les jours. La couche la plus profonde, le noyau, c'est ton identité, tes croyances, ta vision du monde, l'image que tu as de toi-même. La plupart des gens essaient de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Ils se concentrent sur le résultat qu'ils veulent obtenir. C'est une erreur fondamentale. Le vrai changement, le seul qui dure, se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Tu dois commencer par décider qui tu veux devenir. Imagine 2 personnes qui essayent d'arrêter de fumer. On leur propose une cigarette. La première dit « Non merci, j'essaie d'arrêter ». Cette personne se voit toujours comme un fumeur qui fait un effort surhumain. La seconde dit « Non merci, je ne fume pas ». La différence est minuscule, mais elle est abyssale. La seconde personne a changé son identité. Fumer ne fait plus partie de ce qu'elle est. Tout comportement qui n'est pas aligné avec ton identité profonde est voué à disparaître. Tu peux bien vouloir plus d'argent, mais si ton identité est celle d'un consommateur et non d'un créateur, tu continueras à dépenser plus que tu ne gagnes. C'est inévitable. Ton identité actuelle peut saboter tes meilleurs plans. 2.2. Chaque action est un vote. Ton identité n'est pas gravée dans le marbre. Elle émerge de tes habitudes. Tu n'es pas né avec des croyances toutes faites. Tu les as apprises et renforcées par l'expérience. Plus précisément, tes habitudes sont la manière dont tu incarnes ton identité. Chaque fois que tu fais ton lit, tu incarnes l'identité d'une personne organisée. Chaque fois que tu écris une page, tu incarnes l'identité d'une personne créative. Chaque action que tu poses est un vote pour le type de personne que tu souhaites devenir. Une seule action ne changera pas tes croyances. Tu ne te considères pas footballeur après avoir tapé une fois dans un ballon. Mais à mesure que les votes s'accumulent, les preuves de ta nouvelle identité se solidifient. C'est pour ça que le changement n'a pas besoin d'être radical. De petites habitudes ont un impact significatif parce qu'elles fournissent la preuve d'une nouvelle identité. C'est le paradoxe des petites améliorations. Si un changement est significatif, il est en réalité énorme. Le processus est simple. Décide du type de personne que tu veux être. 2. Prouve-le-toi avec de petites victoires. Ne te demande pas quel résultat je veux, mais qui est le type de personne qui pourrait obtenir ce résultat. Tu veux perdre 20 kilos? Demande-toi, que ferait une personne en bonne santé? Est-ce qu'elle prendrait l'ascenseur ou les escaliers? Est-ce qu'elle commanderait une salade ou un burrito? Agisse comme cette personne assez longtemps et tu le deviendras. C'est une boucle de rétroaction. Tes habitudes façonnent ton identité et ton identité façonne tes habitudes. La raison pour laquelle les habitudes comptent, ce n'est pas parce qu'elles donnent de meilleurs résultats. C'est parce qu'elles peuvent changer tes croyances sur toi-même. Tu deviens, littéralement, tes habitudes. 3. Comment construire de meilleures habitudes en 4 étapes simples? 3.1. La mécanique du cerveau, la boucle des habitudes. Alors, comment ça marche? Concrètement, une habitude. C'est pas de la magie noire. C'est un processus neurologique en 4 temps, une boucle que ton cerveau exécute en pilote automatique des centaines de fois par jour. Si tu ne comprends pas cette boucle, tu es son esclave. Si tu la maîtrises, tu deviens le maître. Ces 4 étapes sont l'indice, l'envie, la réponse et la récompense. L'indice, c'est le déclencheur. Ton téléphone vibre. Tu sens une odeur de café.
Tu vois un paquet de gâteaux sur la table. C'est l'information qui dit à ton cerveau « Hey Coco, il y a une récompense potentielle dans le coin, ouvre l'œil ». Ton cerveau est constamment en train de scanner ton environnement à la recherche de ces indices. Ensuite vient l'envie ou le désir. C'est le moteur, la force motivationnelle. Mais attention au piège. Tu n'as pas envie de l'habitude elle-même. Tu as envie du changement d'état qu'elle procure. Tu n'as pas envie de fumer une cigarette. Tu as envie du soulagement qu'elle t'apporte. Tu n'as pas envie d'allumer la télé. Tu as envie d'être distrait et de ne plus penser à tes emmerdes. L'envie, c'est l'interprétation que ton cerveau fait de l'indice. C'est le pourquoi derrière l'action. La troisième étape est la réponse. C'est l'habitude en elle-même, l'action que tu exécutes. Ça peut être une action physique, prendre la cigarette, ou une pensée, commencer à ruminer sur un truc négatif. La réponse ne se produit que si tu en as envie et si l'effort requis est suffisamment faible. Si une action demande plus d'énergie que tu n'es prêt à en fournir, tu ne la feras pas. Point. Enfin, il y a la récompense. C'est le but de toute la boucle. La récompense a deux fonctions. Elle satisfait ton envie et elle enseigne à ton cerveau quelles actions méritent d'être mémorisées pour l'avenir. Ah, j'ai mangé ce cookie. Et maintenant, je me sens bien. Récompense. Notez pour plus tard, quand je vois des cookies, indice, j'en ai envie pour retrouver ce plaisir. Ton cerveau est une machine à associer des actions à des récompenses. S'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de raison de répéter l'action. La boucle ne se ferme pas. Ces 4 étapes forment une boucle de rétroaction infinie. Indice, envie, réponse, récompense. C'est la colonne vertébrale de chaque habitude que tu possèdes. Pour créer une bonne habitude, il suffit de rendre ces 4 étapes plus faciles et plus efficaces. Pour casser une mauvaise habitude, il faut faire le contraire. 3.2, les 4 lois du changement de comportement. À partir de cette boucle, Clear déduit 4 lois simples, un manuel d'utilisation pour pirater ton propre cerveau. C'est le cœur du livre, le système pratique pour appliquer la théorie. Pour créer une bonne habitude, 1. La première loi, indice. Rendez-la évidente. Si tu veux faire du sport, ne cache pas tes baskets au fond d'un placard. Mets-les au milieu du passage. 2. La deuxième loi, envie. Rendez-la attractive. Si tu détestes faire du sport, associe-le à quelque chose que tu aimes. Je peux regarder ma série préférée uniquement quand je suis sur le vélo d'appartement. 3. La troisième loi. Rendez-la facile. Ne décide pas de courir un marathon du jour au lendemain. Commence par mettre tes chaussures de course. Juste ça. C'est la règle des 2 minutes. 4. La quatrième loi. Récompense. Rendez-la satisfaisante. La récompense d'une bonne habitude est souvent différée. Ton cerveau de primate a besoin d'une gratification immédiate. Trouve un moyen de te récompenser tout de suite après avoir accompli l'habitude. Pour briser une mauvaise habitude, il suffit d'inverser ces lois. 1. Inverse de la première loi. Rendez-la invisible. Tu veux arrêter de bouffer des cochonneries? Arrête d'en acheter. Si ce n'est pas chez toi, tu ne peux pas le manger. 2. Inverse de la deuxième loi. Rendez-la peu attractive. Pense à toutes les conséquences négatives de cette habitude. Visualise le désastre. Associe-la à de la douleur, pas à du plaisir. 3. Inverse de la troisième loi. Rendez-la difficile. Ajoute des étapes, de la friction. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux? Désinstalle les applis de ton téléphone, force-toi à te connecter via le navigateur en rentrant ton mot de passe à chaque fois. 4. Inverse de la quatrième loi. Rendez-la insatisfaisante. Rends les conséquences immédiates et douloureuses. Fais un pacte avec un ami. Chaque fois que tu sautes une séance de sport, tu lui dois 50 balles. Ces 4 lois sont les leviers que tu peux actionner pour construire une vie meilleure ou démanteler celle qui te bousille. Le reste du livre est une exploration détaillée de chaque loi, avec des techniques concrètes pour les mettre en œuvre. Chapitre 4. La première loi. Rendre l'habitude évidente. 4.1. La prise de conscience. Le Habit Scorecard. La plupart de nos habitudes sont tellement automatiques qu'on ne se rend même plus compte qu'on les exécute. Tu ne décides pas de prendre ton téléphone dès que tu t'ennuies une seconde, tu le fais. La première étape pour prendre le contrôle est donc de devenir conscient de ce que tu fais. C'est comme allumer la lumière dans une pièce en désordre. Avant de pouvoir ranger, il faut voir le bordel. Pour ça, Clear propose un exercice tout bête. Le
Habit Scorecard. Prends une feuille et liste toutes tes actions quotidiennes, du réveil au coucher. Se réveiller, éteindre le réveil, prendre mon téléphone, aller aux toilettes, me brosser les dents, prendre une douche. Sois aussi détaillé que possible. Ensuite, à côté de chaque habitude, mets un signe. Si c'est une habitude positive, si c'est une habitude négative, et agua si c'est neutre. L'objectif n'est pas de te juger ou de tout changer d'un coup. L'objectif est de prendre conscience. Juste le fait d'observer te sort du mode pilote automatique. Tu ne peux pas changer une habitude si tu ne sais pas qu'elle existe. Ce simple acte de nommer tes actions te donne un pouvoir sur elles. Tu n'es plus la marionnette. Tu commences à voir les ficelles. 4.2. L'intention d'implémentation et l'empilement d'habitudes. Une fois que tu es conscient de tes habitudes, il faut donner à tes nouvelles intentions une place et un moment pour exister. Espérer vaguement faire plus de sport ou manger plus sainement est le meilleur moyen de ne rien faire. Ton cerveau a besoin d'instructions claires et précises. C'est là qu'intervient l'intention d'implémentation. C'est une stratégie dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement des centaines de fois. La formule est d'une simplicité désarmante. Je vais comportement à heure dans l'IE. Par exemple, je vais méditer pendant 1 minute à 7 heures du matin dans mon salon. C'est précis. Ça ne laisse aucune place à l'interprétation. Tu précharges la décision. Quand 7 heures arrive, tu n'as pas à te demander si tu dois méditer ou comment. Le plan est déjà fait. L'indice n'est plus vague. Un jour, je devrais méditer. Il est bétonné dans le temps et l'espace. Pour rendre ça encore plus puissant, tu peux utiliser l'empilement d'habitudes. Habit stacking. L'idée est de greffer ta nouvelle habitude sur une habitude déjà existante. Tu utilises le momentum d'une routine bien ancrée pour lancer la nouvelle. La formule est après habitude actuelle, je vais nouvelle habitude. Par exemple, après m'être brossé les dents le matin, je vais faire 10 pompes. L'habitude actuelle, me brosser les dents, devient l'indice pour la nouvelle habitude. Faire 10 pompes. C'est beaucoup plus efficace que de se fier à une heure précise, car tes routines existantes sont déjà câblées dans ton cerveau. Tu n'as pas besoin de te rappeler de te brosser les dents. En liant la nouvelle habitude à l'ancienne, tu profites d'un déclencheur automatique. En combinant les deux, ça donne une formule en béton armé. Après, habituel, je vais, pendant, durer, dans l'IE. Après avoir posé ma tasse de café du matin, je vais m'asseoir à mon bureau et écrire pendant 15 minutes. En rendant tes indices aussi évidents et spécifiques que possible, tu réduis la friction mentale nécessaire pour démarrer. Tu ne laisses plus le choix à ton cerveau paresseux. Tu lui dis exactement quoi faire et quand le faire. Et c'est la première étape, la plus cruciale, pour cesser d'être le jouet de tes impulsions et commencer à architecturer ta propre vie. 4.3. Le design de l'environnement. Sculpter son monde pour réussir. La motivation est surcotée. Elle est capricieuse. Elle vient et elle repart comme un ex toxique. T'appuyer sur la volonté pour changer, c'est comme essayer de nager à contre-courant. C'est épuisant et tu finis par te noyer. La vérité, c'est que l'environnement est souvent plus puissant que la volonté. Nous ne sommes pas les victimes passives de notre environnement, mais nous sommes profondément influencés par lui. Tu peux te battre contre ton environnement ou tu peux le concevoir pour qu'il se batte pour toi. L'idée est simple. Rends les indices de tes bonnes habitudes omniprésents et les indices de tes mauvaises habitudes invisibles. Chaque habitude est initiée par un indice. Le plus souvent, cet indice n'est pas interne, une pensée soudaine, mais externe, quelque chose que tu vois ou entends. Le design de ton environnement consiste à prendre le contrôle de ces indices. Tu veux lire plus? Ne laisse pas ton livre sur une étagère. Pose-le sur ton oreiller. Tu veux manger plus de fruits? Ne les cache pas dans le bac à légumes de ton frigo. Mets une corbeille de fruits bien en évidence sur le comptoir de la cuisine. Tu veux boire plus d'eau? Remplis plusieurs bouteilles d'eau chaque matin et place-les dans tous les endroits où tu passes du temps. En rendant les indices évidents, tu rends l'habitude presque inévitable. C'est le chemin de la moindre résistance. Inversement, pour te débarrasser d'une mauvaise habitude, tu dois la rendre invisible. Tu perds trop de temps sur ton téléphone? Laisse-le dans une autre pièce quand tu travailles. Tu manges trop de gâteaux?
arrête d'en avoir chez toi. Si l'indice n'est pas là, l'envie a beaucoup moins de chances de se déclencher. C'est de l'autodéfense comportementale. Au lieu de compter sur ta discipline pour dire non à la tentation, tu élimines la tentation à la source. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Ton comportement n'est pas défini par les objets dans ton environnement, mais par la relation que tu entretiens avec eux. Chaque contexte est associé à des habitudes spécifiques. Tu ne penses pas à travailler quand tu es dans ta chambre, ni à dormir quand tu es à ton bureau. Si possible, essaie de dédier chaque pièce ou chaque recoin d'une pièce à une seule activité. Ton lit pour dormir, ton bureau pour travailler, ton fauteuil pour lire. Quand le contexte est clairement associé à une seule habitude, il devient un indice extrêmement puissant. 5. La deuxième loi, rendre l'habitude attractive. 5.1, le temptation bundling. Associer ce que tu dois faire à ce que tu veux faire. Notre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir. Plus une opportunité est attractive, plus elle a de chances de créer une habitude. C'est la dopamine, ce neurotransmetteur du désir, qui est aux commandes. Et elle n'est pas seulement libérée quand tu obtiens une récompense, mais aussi en anticipation de cette récompense. C'est l'anticipation du plaisir qui nous pousse à agir. Pour rendre une habitude attractive, il faut donc la lier à une expérience positive. Une des techniques les plus efficaces pour ça est le temptation bundling, le regroupement des tentations. La stratégie consiste à associer une action que tu veux faire avec une action que tu dois faire. La formule est la suivante. 1. Après habitude dont j'ai besoin, je ferai habitude que je veux. Par exemple, après avoir fait 30 minutes de cardio, besoin, je pourrais regarder le nouvel épisode de ma série, vouloir. L'anticipation de regarder la série rend l'idée de faire du cardio beaucoup plus attractive. Tu utilises une de tes envies pour en alimenter une autre, plus constructive. Tu peux même empiler ça avec la technique vue précédemment. 1. Après. Habituel, je ferai dont besoin. Après. Habitude dont j'ai besoin, je ferai habitude que je veux. Exemple. Après être rentré du travail, habitude actuelle, je ferai immédiatement mes exercices de kiné. Besoin. Après mes exercices, je pourrai jouer aux jeux vidéo. Vouloir. Tu crées une chaîne d'événements où une action désirable en motive une autre, moins désirable. C'est un contrat que tu passes avec toi-même, et ça marche parce que ça pirate le système de récompense de ton cerveau. 5.2. Le rôle du groupe social, le pouvoir de l'imitation. Nous sommes des animaux sociaux. On crache sur l'idée d'être des moutons, mais la vérité est que nous sommes câblés pour imiter les autres. C'est un des mécanismes d'apprentissage les plus puissants qui existent. Nous imitons 3 groupes en particulier. 1. Les proches, famille, amis. La masse, la tribu, la culture. Les puissants, ceux qui ont du statut et du prestige. Si tu veux rendre tes bonnes habitudes plus attractives, la meilleure chose à faire est de t'entourer de gens pour qui ce comportement est la norme. Si tous tes amis sortent boire tous les soirs, il sera extrêmement difficile pour toi de rester sobre. Inversement, si tu rejoins un club de course à pied où tout le monde se lève à 6 heures du matin pour aller courir, ce comportement te semblera normal et désirable. L'être humain a un désir fondamental d'appartenance. On préfère souvent avoir tort avec la foule que raison tout seul. Utilise ce biais à ton avantage. Rejoins une culture où le comportement que tu désires est le comportement normal. Si tu ne peux pas changer ton cercle social physique, trouve une communauté en ligne. Abonne-toi à des forums, des chaînes YouTube, des podcasts où les gens que tu admires incarnent les habitudes que tu veux construire. Quand tu vois des centaines de personnes partager leurs progrès, leurs échecs et leurs stratégies, l'habitude devient soudainement plus tangible, plus atteignable et donc plus attractive. Changer tes habitudes, c'est changer de tribu. 5.3. Recabler son cerveau. Associer les habitudes difficiles au plaisir. Tes envies sont malléables. Tu peux apprendre à ton cerveau à désirer des choses difficiles. Ça demande un petit effort de recadrage mental. L'idée est de changer le discours que tu te tiens à propos d'une habitude. Au lieu de te dire « je dois faire du sport », dis-toi « il est temps de développer mon endurance et de me sentir plein d'énergie ». La première phrase implique un fardeau, une corvée. La seconde met en avant un bénéfice, une opportunité.
C'est un petit rituel que tu peux mettre en place avant chaque habitude difficile. Juste avant de faire quelque chose que tu n'aimes pas particulièrement, prends une seconde pour visualiser les bénéfices. Avant d'aller à la salle, pense à l'afflux d'endorphines que tu ressentiras après. Avant de te lancer dans une tâche de travail complexe, pense à la satisfaction que tu auras une fois qu'elle sera terminée. Tu associes l'action non pas à l'effort qu'elle requiert, mais au sentiment positif qui en découlera. De la même manière, pour rendre une mauvaise habitude moins attractive, mets en évidence ses conséquences négatives. Au lieu de penser « juste une cigarette pour me détendre », pense « chaque cigarette que je fume augmente mes chances de cancer du poumon et me vole du temps avec ma famille ». En rendant les conséquences négatives immédiates et viscérales dans ton esprit, tu casses l'association entre l'habitude et le plaisir. Tu la rends répulsive. C'est un travail mental, mais il peut complètement changer la perception qu'a ton cerveau d'une habitude, et donc l'envie qu'il ressent pour elle. Tu ne subis plus tes désirs, tu les diriges. 6. La troisième loi, rendre l'habitude facile. 6.1. La loi du moindre effort. La paresse est ton allié. L'être humain est programmé pour conserver son énergie. C'est un héritage de nos ancêtres, pour qui chaque calorie comptait. Notre cerveau est naturellement attiré par les options qui demandent le moins d'efforts. Tu peux te battre contre cette tendance ou, plus intelligemment, l'utiliser à ton avantage. L'idée contre-intuitive est que pour construire de bonnes habitudes, il ne faut pas augmenter sa motivation, mais réduire la friction associée à l'habitude. La friction, c'est le nombre d'étapes, la difficulté, l'effort mental ou physique requis pour accomplir une action. Moins il y a de friction, plus il est probable que tu agisses. Regarde autour de toi. Notre société est conçue pour maximiser la facilité. Tu commandes à manger en 3 clics, tu regardes des séries sans même avoir à appuyer sur « épisode suivant ». Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont compris comment réduire la friction à son strict minimum. Tu dois faire la même chose pour tes propres habitudes. Si tu veux manger plus sain, prépare tes repas à l'avance. L'effort est fait une seule fois, le dimanche, et le reste de la semaine, manger sainement devient l'option la plus facile. Si tu veux aller à la salle de sport, choisis une salle qui se trouve sur ton trajet quotidien, pas à l'autre bout de la ville. Prépare ton sac de sport la veille. Chaque étape que tu élimines entre toi et l'habitude augmente tes chances de succès. Inversement, pour briser une mauvaise habitude, augmente la friction. Tu passes trop de temps à regarder la télé? Débranche-la après chaque utilisation et range les piles de la télécommande dans une autre pièce. Le simple fait de devoir rebrancher la télé et chercher les piles peut être suffisant pour que ton cerveau paresseux se dise « laisse tomber, c'est trop chiant ». Tu ne bloques pas complètement l'habitude. Tu la rends juste assez inconfortable pour qu'elle ne soit plus l'option par défaut. C'est l'art de rendre les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises impossibles, ou du moins très pénibles. 6.2. La règle des 2 minutes. Comment vaincre la procrastination? L'ennemi de l'action, c'est pas l'échec, c'est l'inaction. On a tous connu ça. Une tâche nous paraît tellement énorme qu'on ne sait même pas par où commencer. Alors, on ne commence pas du tout. La règle des 2 minutes est un antidote radical à la procrastination. Le principe est simple. Quand tu commences une nouvelle habitude, elle ne doit pas prendre plus de 2 minutes à réaliser. Tu veux lire plus? L'habitude n'est pas lire un livre par semaine, c'est lire une page. Tu veux courir un marathon? L'habitude n'est pas courir 5 km, c'est mettre mes chaussures de course et sortir de la maison. Tu veux manger sainement? L'habitude n'est pas cuisiner un repas gastronomique, c'est manger un fruit. Presque tout peut être réduit à une version de 2 minutes. Le but n'est pas d'obtenir des résultats avec ces 2 minutes. Le but est de maîtriser l'art de se mettre en action. Personne ne peut sérieusement te dire qu'il n'a pas 2 minutes. En rendant le point de départ absurdement facile, tu élimines toute excuse pour ne pas commencer. Une habitude doit être établie avant de pouvoir être améliorée. Une fois que tu as pris l'habitude de mettre tes chaussures de course, la gateway habit, l'habitude portail, il est beaucoup plus facile de te dire « bon, maintenant que je suis là, autant courir un peu ». Tu automatises le début du processus, qui est souvent la partie la plus difficile. Après, l'élan fait le reste.
C'est comme la première loi de Newton du comportement. Un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. L'important, c'est de bouger. 6.3. Les dispositifs d'engagement. Prendre des décisions aujourd'hui pour contrôler ses actions futures. Parfois, la simple facilité ne suffit pas. Pour les habitudes tenaces, il faut sortir l'artillerie lourde. Un dispositif d'engagement, commitment device, est un choix que tu fais dans le présent pour bloquer un mauvais comportement dans le futur. C'est une façon de t'enfermer dans une bonne habitude. C'est Ulysse qui se fait attacher au mât de son navire pour ne pas succomber au chant des sirènes. Il ne compte pas sur sa volonté future. Il utilise une contrainte présente pour garantir son succès. Ces dispositifs peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être une automatisation financière. Programmer un virement automatique vers ton compte épargne le jour de ta paie. L'argent est parti avant même que tu aies la chance de le dépenser. Ça peut être l'achat de nourriture en portions individuelles pour éviter de dévorer tout le paquet. Ça peut être de donner ton mot de passe de console de jeu à un ami et de ne le récupérer que le week-end. L'idée est de créer un mécanisme qui rend la mauvaise habitude difficile, voire impossible à exécuter. C'est l'ultime façon d'augmenter la friction. Tu prends une décision unique qui automatise ton bon comportement futur. C'est une solution radicale, mais pour les batailles les plus difficiles, c'est souvent la seule qui fonctionne. Tu ne te fais plus confiance, et c'est la chose la plus intelligente que tu puisses faire. 7. La 4e loi. Rendre l'habitude satisfaisante. 7.1. La règle cardinale du changement de comportement. Voici la vérité la plus simple sur le comportement humain. Ce qui est récompensé est répété. Ce qui est puni est évité. Ton cerveau a évolué dans un environnement de gratification immédiate. Quand nos ancêtres voyaient un fruit mûr, ils le mangeaient, récompense immédiate. Quand ils voyaient un prédateur, ils fuyaient, soulagement immédiat. Nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu en privilégiant les résultats à court terme. Le problème, c'est que dans la société moderne, beaucoup de bonnes habitudes ont un coût immédiat et une récompense différée. Tu fais du sport aujourd'hui, coût, mais tu ne seras en forme que dans plusieurs mois. Récompense. Tu économises de l'argent aujourd'hui, coût, mais tu ne seras à l'aise financièrement que dans des années, récompense. Inversement, les mauvaises habitudes ont souvent une récompense immédiate et un coût différé. Tu fumes une cigarette. Récompense, mais le cancer n'apparaîtra que dans 20 ans. Coût. Ton cerveau est donc naturellement biaisé en faveur des mauvaises habitudes. La 4e loi vise à corriger ce décalage. Pour qu'une habitude tienne, elle doit être satisfaisante. Et puisque les récompenses naturelles des bonnes habitudes sont souvent lointaines, il faut créer une récompense immédiate artificielle. La fin d'une habitude doit être son propre petit plaisir. Par exemple, chaque fois que tu évites un achat impulsif, tu peux virer le montant que tu allais dépenser sur un compte épargne pour des vacances. L'acte de virer l'argent devient une petite célébration, une récompense immédiate qui renforce le comportement d'épargne. Tu peux utiliser un pot de billes. Chaque fois que tu fais une séance de sport, tu déplaces une bille d'un pot à faire à un pot fait. Voir le pot fait se remplir est visuellement satisfaisant. La récompense n'a pas besoin d'être énorme. Elle doit juste être immédiate et procurer un sentiment de satisfaction pour fermer la boucle de l'habitude. 7.2. Le suivi des habitudes. Don't break the chain. Le simple fait de suivre tes progrès est une forme de récompense immédiate. C'est satisfaisant de cocher une case sur un calendrier, de voir une série de succès s'allonger. C'est le principe du « ne brise pas la chaîne », popularisé par le comédien Jerry Seinfeld. Son conseil pour devenir un meilleur auteur de blagues était d'écrire tous les jours. Pour se motiver, il utilisait un grand calendrier mural et faisait une grande croix rouge chaque jour où il écrivait. Après quelques jours, tu as une chaîne. Ton seul travail devient alors de ne pas briser cette chaîne. Le suivi des habitudes est puissant pour 3 raisons. 1. Il crée un indice visuel qui te rappelle d'agir. 2. Il est intrinsèquement motivant, car tu veux voir la chaîne s'allonger, ce qui joue sur ton désir de ne pas perdre les progrès accomplis. 3. Il procure une satisfaction immédiate chaque fois que tu enregistres une occurrence de ton habitude. Le suivi te fournit une preuve tangible que tu votes pour ta nouvelle identité.
Chaque croix sur le calendrier est un vote. C'est un retour d'information immédiat qui te dit que tu es sur la bonne voie. Que faire si tu rates un jour? La règle d'or est ne jamais rater 2 fois. Rater une fois, c'est un accident. Rater 2 fois, c'est le début d'une nouvelle habitude, négative. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. L'important n'est pas d'être parfait, mais de se remettre en selle le plus vite possible. La différence entre les amateurs et les pros, c'est que les pros savent se remettre au travail même quand ils n'en ont pas envie. La chaîne peut être brisée, mais elle doit être réparée immédiatement. 7.3. Le contrat d'habitude et le partenaire de responsabilité. Pour rendre une mauvaise habitude insatisfaisante, il faut qu'elle ait un coût immédiat et douloureux. C'est l'inverse de la récompense immédiate. Une des façons les plus efficaces de le faire est d'utiliser un partenaire de responsabilité. Accountability partner. C'est quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Savoir que quelqu'un te regarde est un puissant motivateur. On se soucie énormément de ce que les autres pensent de nous. Si tu dis à un ami que tu vas courir tous les matins à 7 heures, la simple peur de paraître paresseux à ses yeux peut suffire à te faire sortir du lit. Pour aller plus loin, tu peux formaliser cet engagement avec un contrat d'habitude. C'est un accord écrit où tu déclares ton intention de suivre une habitude et la punition qui s'ensuivra si tu échoues. Le contrat doit être signé par toi et ton partenaire de responsabilité. Par exemple, si je ne fais pas mes 30 minutes de sport quotidiennes, je devrais donner 20 € à nom de l'ami. Le coût doit être assez douloureux pour que tu veuilles l'éviter. Ça rend l'échec public et coûteux. C'est une technique extrême, mais elle est redoutablement efficace pour les habitudes qui refusent de céder. Tu crées un jeu où il est plus pénible de ne pas faire l'habitude que de la faire. Et c'est exactement ce qu'il faut pour forcer ton cerveau à coopérer. 8. Tactique avancée. Comment passer de bon à excellent? 8.1. La vérité sur le talent. Quand les gènes comptent et quand ils ne comptent pas. C'est une vérité qui dérange, mais il faut la cracher. Nos gènes comptent. Ils nous prédisposent à certains talents. Certains sont naturellement plus grands, plus rapides, plus intelligents. Nier cette réalité, c'est se préparer à la frustration. Tu peux t'entraîner comme un forcené au basket. Si tu mesures 1,60 m, tes chances de jouer en NBA sont quasi nulles. Le secret n'est pas de se battre contre sa nature, mais de jouer un jeu où tes prédispositions génétiques sont un avantage, pas un handicap. Les habitudes sont plus faciles à adopter quand elles sont alignées avec nos capacités naturelles. L'important est de trouver le bon terrain de jeu. Comment? En expérimentant. Essaye plein de choses différentes. La période d'exploration te permet de découvrir où tes talents se situent. Une fois que tu as trouvé un domaine où tu sembles avoir un avantage, même minime, c'est là que tu dois doubler la mise et te concentrer. Les gènes ne déterminent pas ton destin, mais ils déterminent tes zones d'opportunité. Ils ne te dispensent pas de travailler dur, mais ils te disent où ton travail acharné aura le plus de rendement. Le problème, c'est qu'on nous apprend à nous comparer aux autres. On voit Michael Jordan et on veut devenir le meilleur basketteur. On voit Mark Zuckerberg et on veut créer le prochain réseau social. C'est stupide. La vraie compétition, c'est contre toi-même. Le but est de devenir la meilleure version de toi-même, pas une mauvaise copie de quelqu'un d'autre. Choisis tes batailles. Choisis le jeu où tu as les meilleures cartes en main. Ensuite, joue-les mieux que personne. L'an 8.2. La règle de boucle d'or. Comment rester motivé dans la vie et au travail. Une fois que tu as choisi ton terrain de jeu, comment rester motivé sur le long terme? La clé est de trouver le juste milieu de difficulté, ce que Clear appelle la règle de boucle d'or, the Goldilocks rule. Les êtres humains aiment les défis, mais seulement s'ils sont à leur portée. Si une tâche est trop facile, tu t'ennuies. Si une tâche est trop difficile, tu te décourages et tu abandonnes. Le pic de motivation se trouve quand tu travailles sur des tâches qui sont juste à la limite de tes capacités actuelles. Ni trop dur, ni trop facile. Juste ce qu'il faut. C'est un équilibre délicat. Pour rester dans cette zone boucle d'or, il faut constamment ajuster la difficulté. Au début, la règle des 2 minutes est parfaite. Mais si tu continues à lire une seule page par jour pendant un an,
tu vas t'ennuyer. Une fois qu'une habitude est bien établie, il faut l'augmenter légèrement en difficulté pour qu'elle reste engageante. Le progrès demande de sortir, même un tout petit peu, de sa zone de confort. Le plus grand ennemi de la motivation à long terme, c'est l'ennui. Une fois que tu as maîtrisé les bases d'une habitude, elle devient automatique, mais elle perd aussi de son attrait. Les professionnels se distinguent des amateurs non pas parce qu'ils sont plus motivés, mais parce qu'ils sont capables de s'accrocher même quand ils s'ennuient. Ils tombent amoureux de l'ennui. Ils comprennent que la répétition est le prix à payer pour l'excellence. Tout le monde peut être motivé quand c'est nouveau et excitant. Mais peux-tu encore te présenter quand la nouveauté s'est estompée? Peux-tu encore faire tes gammes, tes pompes, tes lignes de code quand c'est devenu une routine? C'est là que se fait la différence. La maîtrise n'est pas une question de passion infinie, c'est une question de persévérance face à l'ennui. 8.3. L'inconvénient de créer de bonnes habitudes. Les habitudes sont une arme à double tranchant. Elles créent l'efficacité, l'automatisme, la maîtrise, mais elles peuvent aussi te rendre aveugle. Une fois qu'une habitude est bien ancrée, tu cesses de prêter attention aux détails. Tu exécutes le script en pilote automatique. C'est génial pour la plupart des tâches quotidiennes, mais ça peut devenir un piège. Tu risques de ne plus voir les petites erreurs qui se glissent dans ta routine. Tu risques de ne plus voir les nouvelles opportunités, les meilleures façons de faire. Tu deviens compétent, mais tu cesses d'apprendre. Pour éviter ce piège, il faut périodiquement sortir du mode automatique et réfléchir à sa pratique. Clear propose un système de revue et réflexion. Une fois par an ou une fois par semestre, prends le temps de faire le point sur tes habitudes, tes systèmes, tes objectifs. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Quelles sont les valeurs qui guident ma vie? Suis-je en train de devenir la personne que je veux être? C'est un processus de remise à zéro qui t'empêche de dériver sans but. De plus, il est crucial de ne pas laisser ton identité se figer complètement. Je suis un coureur est une identité puissante pour construire une habitude. Mais si un jour tu te blesses et ne peux plus courir, ton identité s'effondre. Il faut garder une certaine flexibilité. Ton identité ne doit pas être « je suis un coureur », mais plutôt « je suis le type de personne qui est disciplinée et qui prend soin de sa santé ». Cette identité plus large te permet de t'adapter aux circonstances. Si tu ne peux plus courir, tu peux nager ou faire du vélo. L'habitude change, mais l'identité reste. Les habitudes sont des outils pour atteindre un but. Elles ne sont pas le but en soi. Le but, c'est une amélioration continue, pas une perfection statique. Conclusion. Le secret des résultats qui durent. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est peut-être la vérité la plus dure à avaler. On pense qu'un jour, on aura atteint tous nos objectifs. On aura toutes les bonnes habitudes et on pourra enfin se reposer. C'est une illusion. La vie est un processus infini d'amélioration. Atomic Habits n'est pas un livre de hack pour atteindre un but, c'est un guide pour tomber amoureux du processus de devenir une meilleure version de soi-même. Le secret des résultats qui durent est simple. Ne jamais cesser de faire de petites améliorations. C'est un engagement à vie envers le principe du 1%. C'est comprendre que le succès n'est pas un objectif à atteindre ou une ligne d'arrivée à franchir. C'est le système que tu suis, le raffinement continu de tes habitudes, la personne que tu deviens en chemin. Tu n'arrêtes pas de te brosser les dents une fois qu'elles sont propres. Tu ne cesses pas de manger sainement une fois que tu as atteint ton poids idéal. Ce sont des modes de vie, pas des solutions temporaires. Les habitudes atomiques ne sont pas juste des petites astuces pour être plus productif. Elles sont le fondement sur lequel tu construis ta vie. Chaque habitude est un fil. Avec un seul fil, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais en tissant des centaines, des milliers de ces fils ensemble, jour après jour, tu crées une tapisserie incroyablement solide et complexe. Ton identité, ta vie. Le pouvoir de ce livre ne réside pas dans la découverte d'une idée révolutionnaire, mais dans la synthèse d'un système pratique et applicable pour exploiter la force la plus puissante de l'univers. L'effet cumulé. Choisis tes habitudes, choisis ton avenir. Point 9. Analyse approfondie des lois du changement de comportement. 9.1. Synthèse de l'architecture comportementale.
L'approche de James Clear repose sur une compréhension systémique du comportement humain, qui dépasse la simple volonté ou la motivation. Son cadre des 4 lois n'est pas une collection d'astuces disparates, mais une architecture cohérente pour remodeler sa vie. Chaque loi s'attaque à une étape spécifique de la boucle de l'habitude. Indice, envie, réponse, récompense, transformant ainsi la théorie psychologique en un guide d'ingénierie personnelle. Rendre évident, loi 1, est la fondation. Cela repose sur le principe que notre comportement est souvent une réaction à notre environnement. Plutôt que de résister aux tentations, on modifie le contexte pour que les bons choix soient les plus visibles et les mauvais invisibles. C'est reconnaître que l'humain est un être de contexte. Des techniques comme l'intention d'implémentation, je ferai X à Y heure dans Z lieu, et l'empilement d'habitudes, après habitude existante, je ferai nouvelle habitude, ne sont pas de simples planifications. Elles sont un moyen de programmer des indices clairs dans notre environnement temporel et spatial. C'est du design d'environnement à l'échelle personnelle. Rendre attractif, loi 2, s'attaque au moteur de l'action, l'envie. Claire s'appuie sur la neurologie de la dopamine, expliquant que c'est l'anticipation de la récompense qui nous pousse à agir. La stratégie du temptation bundling, lier une action désirable à une habitude nécessaire, est une manière de pirater ce système. De même, l'influence du groupe social est un levier fondamental. En nous entourant de personnes pour qui nos habitudes désirées sont la norme, nous rendons ces habitudes socialement attractives. L'appartenance à une tribu est une des envies humaines les plus profondes. Rendre facile, loi 3, est peut-être la loi la plus contre-intuitive et la plus puissante. Elle part du principe que nous sommes fondamentalement paresseux, ou, plus poliment, économes en énergie. La meilleure façon de garantir une habitude n'est pas de se motiver, mais de réduire la friction. La règle des 2 minutes. Toute nouvelle habitude doit prendre moins de 2 minutes. Est un outil génial pour vaincre l'inertie du départ. Elle déplace l'objectif de performance à consistance. L'important n'est pas la qualité de l'action au début, mais simplement le fait de se présenter. Rendre satisfaisant. Loi 4 ferme la boucle. Cette loi corrige le décalage temporel entre l'effort immédiat et la récompense différée des bonnes habitudes. Notre cerveau de primate a besoin d'une gratification instantanée. Le suivi des habitudes, cocher une case, voire une chaîne de succès, ou l'utilisation de petites récompenses immédiates fournit cette satisfaction. Inversement, pour briser une mauvaise habitude, un contrat d'habitude introduit une conséquence négative immédiate, rendant l'échec douloureux et donc moins probable. La force du modèle de Clear est sa complémentarité. Appliquer une seule loi peut aider, mais c'est leur application combinée qui crée un système de changement robuste et durable. 9.2. L'importance de l'identité comme méta-habitude. Au-delà des 4 lois, l'idée la plus profonde du livre est probablement le concept de changement basé sur l'identité. C'est ce qui distingue Atomic Habits de nombreux autres livres de développement personnel. Le but ultime n'est pas d'acquérir de nouvelles habitudes, mais de forger une nouvelle identité. Les habitudes ne sont que le moyen, pas la fin. Chaque action que nous posons est un vote pour le type de personne que nous voulons être. Cette métaphore est puissante, car elle recadre complètement la signification de nos actions quotidiennes. Faire une pompe n'est pas juste faire une pompe, c'est voter pour « je suis une personne qui prend soin de sa santé ». Écrire une page n'est pas juste écrire une page, c'est voter pour « je suis un écrivain ». Les petites actions cessent d'être insignifiantes, elles deviennent des affirmations d'identité. Ce changement de perspective résout le problème de la motivation à long terme. Si votre objectif est de courir un marathon, votre motivation s'arrête une fois la ligne d'arrivée franchie. Mais si votre identité est « je suis un coureur », vous continuez à courir, parce que c'est ce que font les coureurs. L'habitude devient une expression de soi, plutôt qu'une quête vers un but. Le processus en 2 étapes proposé par Clear est d'une clarté redoutable. 1. Décidez qui vous voulez être. Quelles sont vos valeurs? Quels principes voulez-vous incarner? 2. Prouvez-le-vous avec de petites victoires. Utilisez les 4 lois pour construire des habitudes qui renforcent cette identité. Cette approche transforme le changement de comportement d'un acte de privation. Je dois arrêter de faire X à un acte d'affirmation.
Je deviens la personne qui fait oui. C'est une vision beaucoup plus positive et durable du développement personnel. 10. Mise en application pratique et exemples concrets. 10 études de cas. Construire l'habitude de l'exercice physique. Appliquons le système à un objectif commun. Je veux faire de l'exercice régulièrement. Changement d'identité. L'objectif n'est pas perdre du poids, mais devenir le type de personne qui ne rate jamais une séance d'entraînement. Loi 1. Rendre évident. Intention d'implémentation. Je ferai 20 minutes d'exercice à 18 heures dans mon salon les lundis, mercredis et vendredis. Empilement d'habitudes. Dès que je ferme mon ordinateur portable de travail, je mettrai mes vêtements de sport. Design d'environnement. Préparer les vêtements de sport, les baskets, le tapis de yoga et la bouteille d'eau la veille au soir et les laisser bien en vue. 3. Loi 2. Rendre attractif. Temptation bundling. Je ne peux écouter mon podcast préféré que pendant que je fais de l'exercice. Influence sociale. Rejoindre un groupe de sport ou trouver un partenaire d'entraînement pour s'encourager mutuellement. Recadrage mental. Avant la séance, se dire « je vais libérer du stress et me sentir plein d'énergie » plutôt que « je dois faire cette corvée ». 4. Loi 3. Rendre facile. Règle des 2 minutes. Commencer par mettre mes vêtements de sport. C'est tout. Les premières semaines, l'objectif est juste de faire ça. Ensuite, faire 5 minutes d'étirement. Augmenter progressivement la durée. Réduire la friction. Choisir des exercices qui ne demandent pas d'équipement compliqué ou de déplacement. Faire du sport à la maison est plus facile que de devoir aller à la salle. 5. Loi 4. Rendre satisfaisant. Suivi des habitudes. Mettre une croix sur un calendrier pour chaque séance effectuée. Voir la chaîne de succès s'allonger. Récompense immédiate. Prendre une douche chaude et relaxante juste après l'effort, ou se permettre un moment de détente sans culpabilité. 10.2. Étude de cas. Briser l'habitude de la procrastination sur les réseaux sociaux. Appliquons maintenant l'inversion des lois à une mauvaise habitude. 1. Changement d'identité. Je veux devenir le type de personne qui utilise son temps de manière intentionnelle et productive. 2. Inverse de la loi 1. Rendre invisible. Design d'environnement. Supprimer les applications de réseaux sociaux du téléphone. Se déconnecter de tous les comptes sur l'ordinateur après chaque utilisation. Mettre le téléphone dans une autre pièce pendant les périodes de travail concentrées. 3. Inverse de la loi 2. Rendre peu attractif. Recadrage mental. Avant d'ouvrir un réseau social, se rappeler que c'est du temps de cerveau disponible, volé par des algorithmes conçus pour nous rendre accros. Pensez à ce qu'on pourrait accomplir de plus utile pendant ce temps. Influence sociale. Suivre des comptes qui promeuvent la concentration, la lecture, la créativité, plutôt que le divertissement passif. 4. Inverse de la loi 3. Rendre difficile. Augmenter la friction. Utiliser des bloqueurs de sites web qui limitent le temps passé sur certaines plateformes. Choisir des mots de passe longs et complexes et ne pas les enregistrer, forçant à les taper à chaque fois. Dispositif d'engagement. Mettre en place un routeur qui coupe le Wi-Fi à certaines heures de la journée. 5. Inverse de la loi 4. Rendre insatisfaisant. Partenaire de responsabilité. Demander à un ami ou un collègue de vérifier si on a respecté ses temps de travail sans distraction. Contrat d'habitude. Installer une application qui fait un don à une cause que l'on déteste chaque fois qu'on dépasse son temps d'écran autorisé. Ces exemples montrent comment le cadre de Clear n'est pas une théorie abstraite, mais une boîte à outils pragmatique et adaptable à n'importe quel aspect de la vie. 11. Connexion avec d'autres théories et concepts. 11.1. Comparaison avec le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Le livre Atomic Habits de James Clear est souvent comparé à Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, un autre ouvrage fondamental sur le sujet. Bien que les deux livres traitent du même thème, leurs approches diffèrent. Duhigg a popularisé le concept de la boucle de l'habitude. Indice, routine, récompense, reward. Son travail est principalement journalistique et descriptif. Il raconte des histoires fascinantes sur la façon dont les habitudes fonctionnent au niveau individuel, organisationnel et sociétal. Il est excellent pour expliquer le quoi et le pourquoi des habitudes. Clear, quant à lui, s'appuie sur le modèle de Duhigg, mais le rend plus prescriptif et actionnable. Il décompose la routine de Duhigg en 2 étapes.
l'envie, craving, et la réponse, response. Sa boucle devient donc indice, envie, réponse, récompense. Cette distinction est cruciale. En séparant l'envie de l'action, Clear met en lumière le moteur émotionnel et motivationnel qui précède chaque comportement. Là où Duhigg est un excellent diagnostiqueur, Clear est un ingénieur du comportement. Atomic Habits est moins un recueil d'histoires et plus un manuel d'utilisation. Chaque étape de sa boucle est transformée en une loi pratique. Rendre évident, attractif, facile, satisfaisant. Clear fournit une boîte à outils systématique et facile à appliquer, là où Duhigg restait parfois plus théorique. On pourrait dire que Duhigg a dessiné la carte du territoire des habitudes, tandis que Clear a écrit le guide de voyage détaillé pour s'y orienter. 11.2. Lien avec la psychologie comportementale et cognitive. Le travail de Clear est une synthèse magistrale de décennies de recherche en psychologie. Son modèle intègre des concepts clés issus de deux grands courants. Le behaviorisme. La fondation du livre repose sur les travaux de B.F. Skinner et le conditionnement opérant. L'idée que le comportement est façonné par ses conséquences, récompense et punition, est au cœur de la 4e loi, rendre satisfaisant. La boucle indice-réponse-récompense est une version modernisée du triptyque stimulus-réponse-renforcement de Skinner. La psychologie cognitive. Clear va plus loin que le behaviorisme pur en intégrant l'importance des processus mentaux internes, ce que Skinner avait largement ignoré. L'introduction de l'envie comme une étape clé est une reconnaissance du rôle des pensées, des émotions et des croyances dans le déclenchement du comportement. La 2e loi, rendre attractif, et le concept de changement basé sur l'identité sont des applications directes de la psychologie cognitive. Ils montrent que notre interprétation du monde et de nous-mêmes est un levier de changement tout aussi puissant que les stimuli externes. En fusionnant ces deux approches, Clear crée un modèle holistique qui prend en compte à la fois l'influence de l'environnement, behaviorisme, et celle de notre monde intérieur, cognitivisme. 11.3. La notion de Kaizen et l'amélioration continue. Le principe fondamental du livre, celui de l'amélioration de 1%, est une application directe du concept japonais de Kaizen, qui signifie amélioration continue. Popularisé par les entreprises japonaises comme Toyota après la Seconde Guerre mondiale, le Kaizen est une philosophie qui vise à améliorer les processus de manière incrémentale et constante. Plutôt que de rechercher des innovations de rupture, des changements drastiques, on se concentre sur une multitude de petites améliorations apportées par tout le monde, tout le temps. Clear applique cette philosophie industrielle au développement personnel. L'idée que de petits changements réguliers mènent à des résultats spectaculaires sur le long terme est la pierre angulaire du Kaizen. Atomic Habits est, en substance, un guide pour mettre en œuvre le Kaizen dans sa propre vie. La règle des 2 minutes, le suivi des habitudes, l'accent mis sur les systèmes plutôt que sur les objectifs, tout cela découle de cette philosophie de l'amélioration progressive et ininterrompue. C'est un rejet de la culture du tout ou rien et une adhésion à la puissance de la constance. 12. Structure logique de l'œuvre. La structure du livre est d'une clarté exemplaire, ce qui contribue grandement à son efficacité en tant que guide pratique. Introduction. Clear commence par son histoire personnelle, un accident traumatisant qui l'a forcé à reconstruire sa vie grâce à de petites habitudes. Cette introduction narrative ancre immédiatement les concepts théoriques dans une expérience humaine tangible, créant un lien émotionnel avec le lecteur. Il y explique comment il est passé de l'expérimentation personnelle à l'expertise reconnue. Partie 1, les fondamentaux. The Fundamentals. Cette section pose les bases théoriques. Clear y introduit ses idées maîtresses. 1. Le pouvoir de l'effet cumulé, le 1%. Il utilise des métaphores simples, le glaçon qui fond, l'avion qui dévie de sa trajectoire, pour illustrer comment de petites actions se composent pour créer des résultats massifs. 2. Les systèmes contre les objectifs. Il argumente de manière convaincante pourquoi se concentrer sur les processus est plus efficace que de se focaliser sur les résultats. 3. Le changement basé sur l'identité. Il présente son concept le plus puissant. Le vrai changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. 4. La boucle des habitudes en 4 étapes. Indice, envie, réponse, récompense.
Il expose le cadre mécanique qui sous-tend tout le reste du livre. Partie 2 à 5. Les 4 lois du changement de comportement. Le cœur du livre est organisé logiquement autour des 4 lois, chacune faisant l'objet d'une partie dédiée. Partie 2. La première loi, rendre évident. Partie 3. La deuxième loi, rendre attractif. Partie 4. La troisième loi, rendre facile. Partie 5. La quatrième loi, rendre satisfaisant. Chaque partie suit une structure similaire. Elle explique le principe psychologique derrière la loi, puis propose une série de techniques concrètes et actionnables pour l'appliquer. Clear illustre chaque technique avec des exemples tirés de la vie quotidienne, du sport ou du monde de l'entreprise. Partie 6. Tactique avancée. Advanced Tactics. Après avoir exposé son système, Clear aborde des questions plus nuancées. Comment choisir les bonnes habitudes en fonction de sa personnalité? Le rôle des gènes. Comment rester motivé quand on s'ennuie? La règle de boucle d'or. Quels sont les inconvénients des habitudes et comment y remédier? Cette partie ajoute de la profondeur au modèle et anticipe les problèmes que le lecteur pourrait rencontrer sur le long terme. Conclusion et annexe. La conclusion résume l'idée centrale du livre. L'amélioration est un processus infini, pas une destination. Les annexes offrent des applications spécifiques des idées du livre au monde de l'entreprise et à l'éducation des enfants, montrant la portée universelle de ces principes. Cette structure, allant des fondamentaux théoriques à un système pratique, puis à des tactiques avancées, guide le lecteur pas à pas. Chaque chapitre s'appuie sur le précédent, créant une progression logique qui rend le livre non seulement informatif, mais aussi extrêmement facile à suivre et à mettre en pratique. 13. Ton et intention de l'auteur. 13.1. Un ton pragmatique et encourageant. James Clear adopte un ton résolument pragmatique, celui d'un ingénieur ou d'un coach, plutôt que celui d'un gourou ou d'un philosophe. Son écriture est directe, claire et dénuée de jargon inutile. Il ne vend pas de solutions miracles ni de pensées magiques. Au contraire, il démystifie le succès en le ramenant à une série de comportements systématiques et répétables. C'est ce côté manuel d'utilisation qui rend le livre si accessible et efficace. Son approche est profondément ancrée dans la science et il cite de nombreuses études pour étayer ses propos. Cependant, le livre n'est jamais un traité académique aride. Clear a un talent pour traduire des concepts psychologiques complexes en stratégies simples et mémorables, comme la règle des 2 minutes ou l'empilement d'habitudes. Il utilise des anecdotes et des exemples concrets pour illustrer chaque point, rendant la lecture fluide et engageante. En même temps, son ton est constamment encourageant. Il part du principe que l'échec à changer n'est pas dû à un manque de volonté ou à une faiblesse morale, mais à l'utilisation d'un mauvais système. En disant « ce n'est pas vous le problème, c'est votre système », il déculpabilise le lecteur et lui redonne le pouvoir d'agir. Cette bienveillance transparaît tout au long du livre. Il ne juge pas, il outille. Il ne demande pas au lecteur de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais de s'améliorer de 1% chaque jour. C'est une invitation à la patience et à l'autocompassion. 13.2 L'intention. Fournir un système, pas seulement de l'inspiration. L'intention principale de James Clear est claire dès le début. Il veut fournir un système opérationnel pour le changement de comportement. Il ne cherche pas seulement à inspirer ou à motiver, mais à donner au lecteur un cadre structuré et des outils concrets pour construire de bonnes habitudes et briser les mauvaises. Il insiste sur le fait que le succès n'est pas le fruit d'événements spectaculaires, mais la conséquence logique de petites habitudes quotidiennes. Son intention est de détourner l'attention du lecteur des objectifs, les résultats, pour la porter sur les systèmes, les processus. Cette distinction est au cœur de sa philosophie. Il veut nous apprendre à tomber amoureux du processus d'amélioration, car c'est la seule chose qui garantit des résultats sur le long terme. Une autre intention fondamentale est de rendre le changement de comportement accessible à tous. En insistant sur la facilité, loi 3, et les petits pas, il montre que n'importe qui peut commencer à améliorer sa vie, peu importe son point de départ. Il combat l'idée que le changement doit être difficile ou douloureux. Au contraire, il soutient que les habitudes les plus durables sont celles qui s'intègrent sans effort dans notre vie. Enfin, l'intention ultime de Clear est de nous amener à opérer un changement
au niveau de notre identité. Il ne veut pas seulement que nous adoptions de nouvelles actions, mais que nous devenions de nouvelles personnes, en nous encourageant à nous demander « Qui est-ce que je veux devenir ?» Il nous invite à une réflexion plus profonde sur nos valeurs et nos aspirations. Le livre n'est donc pas seulement un guide pratique, mais aussi une invitation à une vie plus intentionnelle. 14. Intégration de concepts, données et références extérieures. James Clear ne prétend pas avoir tout inventé. Son grand talent réside dans sa capacité à synthétiser des idées provenant de divers domaines et à les organiser en un système cohérent. Psychologie et neurosciences. Le livre est truffé de références à des études en psychologie comportementale et cognitive. La boucle de l'habitude s'inspire directement des travaux de pionniers comme B.F. Skinner, Edward Thorndike, loi de l'effet, et de chercheurs plus contemporains. L'explication du rôle de la dopamine dans la formation de l'envie est basée sur des recherches en neurosciences sur le système de récompense du cerveau. Économie comportementale. Clear emprunte des concepts à des économistes comportementaux comme Daniel Kahneman et Richard Thaler. L'idée de design de l'environnement et de réduction de la friction est une application directe du concept de nudge, coup de pouce, popularisé par Thaler. Un nudge est une petite modification de l'environnement qui influence le comportement des gens de manière prévisible, sans forcer ni interdire. Le livre entier peut être vu comme un guide pour s'auto-administrer des nudges. Philosophie et sagesse ancienne. Bien que le livre soit résolument moderne et scientifique, il fait écho à des principes de sagesse plus anciens. L'idée de se concentrer sur le processus, plutôt que sur le résultat, rappelle les enseignements stoïciens sur la dichotomie du contrôle. Se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos actions, et non sur ce qui n'en dépend pas, les résultats. L'importance de la répétition et de la pratique délibérée se retrouve dans la philosophie d'Aristote, pour qui la vertu est une habitude. Exemple du monde réel. Pour rendre ces concepts tangibles, Clear utilise une multitude d'exemples tirés de contextes variés. Sport. L'histoire de l'équipe de cyclisme britannique et de sa stratégie des gains marginaux est le fil rouge du livre. Il utilise aussi des exemples tirés du basketball, les San Antonio Spurs et d'autres sports, pour illustrer la puissance des systèmes et de la répétition. Business. Il cite des entrepreneurs et des leaders d'opinion comme Scott Adams, créateur de Dilbert, pour la distinction entre objectif et système, et Warren Buffett pour l'idée que la connaissance s'accumule comme des intérêts composés. Histoire et art. Il fait référence à des figures historiques comme Victor Hugo ou à des artistes comme le comédien Jerry Seinfeld pour illustrer des techniques comme les dispositifs d'engagement ou le suivi des habitudes. Cette capacité à tisser ensemble des données scientifiques, des principes philosophiques et des histoires inspirantes est ce qui donne au livre sa richesse et son autorité. Clear ne se contente pas de donner des conseils. Il explique pourquoi ces conseils fonctionnent, en s'appuyant sur un large éventail de connaissances. C'est ce qui fait d'Atomic Habits bien plus qu'un simple livre de self-help. C'est un véritable traité sur l'art et la science de l'amélioration de soi. 15. Critique et limites du modèle de Clear. Bien que Atomic Habits soit largement acclamé pour son approche pragmatique et son efficacité, le livre et ses théories ne sont pas exempts de critiques et de limites. 15.1. La simplification excessive et les mathématiques douteuses. Une critique récurrente concerne la simplification, parfois à l'extrême, de concepts complexes. La fameuse règle du 1% meilleur chaque jour, qui aboutit à être 37 fois meilleur en un an, est un exemple frappant. Des critiques soulignent que cette progression exponentielle est mathématiquement correcte pour les intérêts composés financiers, mais qu'elle ne s'applique pas de manière aussi linéaire et universelle au développement personnel. Dans de nombreux domaines, comme l'exercice physique ou l'apprentissage d'une compétence, on observe des rendements décroissants. Les premiers progrès sont rapides, mais plus on avance, plus il faut d'efforts pour s'améliorer, ne serait-ce que de 1%. Le graphique illustrant cet effet cumulé a été qualifié de « bullshit graph », graphique bidon par certains, car il vend une promesse de croissance infinie qui ne correspond pas toujours à la réalité.
De même, l'argument selon lequel les jours perdus vous nuisent plus que les jours réussis ne vous aide est illustré par un calcul financier qui, bien que correct, n'est pas nécessairement transposable à toutes les habitudes. Cette tendance à utiliser des analogies mathématiques pour prouver des points peut être vue comme une survente des concepts. H 15.2. Manque d'originalité et expérience pratique exagérée. Certains critiques notent que James Clear n'est ni un scientifique ni un chercheur en psychologie, mais un blogueur à succès qui a synthétisé les travaux des autres. Il l'admet lui-même dans le livre, mais ses détracteurs estiment qu'il ne met pas toujours assez en avant ses sources et présente parfois des idées comme étant les siennes. Le cadre des 4 lois, par exemple, est une extension de modèles existants, notamment celui de Dewey. Le livre est une excellente compilation et simplification, mais il contient peu de découvertes véritablement nouvelles. De plus, l'affirmation de Clear, selon laquelle son travail avec plus de 10 000 diplômés de sa Habits Academy lui a appris ce qui fonctionne dans le monde réel, a été remise en question. La Habits Academy étant un cours en ligne pré-enregistré, le niveau d'interaction directe et d'apprentissage tiré de ces diplômés est probablement bien moindre que ce que le texte laisse entendre. 15.3. Contradictions internes et portée limitée. Des contradictions apparentes ont été relevées dans l'ouvrage. Par exemple, Clear insiste sur le fait que la motivation et la volonté sont des stratégies à court terme inefficaces, privilégiant le design de l'environnement. Pourtant, il promeut également des techniques basées sur la motivation, comme les contrats d'habitude ou la règle « ne jamais rater 2 fois ». Ces stratégies ne sont pas forcément incompatibles. Mais le livre ne hiérarchise pas clairement leur efficacité relative, donnant l'impression de jeter toutes les idées au mur en espérant que certaines collent. Enfin, le livre ne répond pas aux questions fondamentales du pourquoi. Il offre un système incroyablement efficace pour atteindre des buts, mais il ne dit pas quel but choisir. Il explique comment devenir la personne que l'on veut être, mais il n'aide pas à définir qui l'on veut être. Cette dimension existentielle, le sens, le but, les valeurs, est largement absente. Le livre est un manuel d'ingénierie, pas un guide philosophique. 15.4 Risques potentiels. L'obsession et les troubles du comportement. Une critique plus sérieuse pointe les risques d'une application trop littérale des principes du livre. L'optimisation constante, le suivi méticuleux de chaque action et la diabolisation des mauvaises habitudes peuvent conduire à une forme d'obsession et d'anxiété de la performance. Certains exemples, notamment ceux liés à l'alimentation. Cacher la nourriture malsaine, se sentir mal après avoir mangé un junk food, peuvent dangereusement ressembler au schéma de pensée des troubles du comportement alimentaire. L'approche très mécanique et systémique peut, si elle est poussée à l'extrême, déshumaniser l'expérience et transformer l'individu en un programme informatique obsédé par l'optimisation de chaque geste. La recherche de la perfection peut devenir une nouvelle prison, aussi contraignante que les mauvaises habitudes que l'on cherchait à fuir. Acte 16. Principale thèse de l'auteur. Le livre Atomic Habits de James Clear repose sur un ensemble de thèses fondamentales qui forment un système cohérent pour le changement de comportement. Ces thèses peuvent être résumées comme suit. 1. Les petits changements entraînent des résultats remarquables grâce à l'effet cumulé. La thèse centrale est que des améliorations de 1%, apparemment insignifiantes à court terme, se composent avec le temps pour produire des transformations massives. Le succès n'est pas le fruit d'actions héroïques ponctuelles, mais le produit de bonnes habitudes quotidiennes. 2. Les systèmes sont plus importants que les objectifs. Fixer des objectifs peut donner une direction, mais c'est le système, le processus, qui garantit le progrès. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Ce qui les différencie, ce sont leurs systèmes. Se concentrer sur le système permet de tomber amoureux du processus et assure une amélioration continue, indépendamment des résultats immédiats. 3. Le changement de comportement durable est un changement d'identité. La forme la plus profonde de changement n'est pas au niveau des résultats ou des processus, mais de l'identité. Plutôt que de viser un résultat, il faut décider du type de personne que l'on veut devenir. Chaque habitude est alors un vote qui renforce cette identité, créant une boucle de rétroaction positive.
4. Le comportement humain suit une boucle en 4 étapes. Indice, envie, réponse, récompense. Toute habitude peut être décomposée en ces 4 phases. Pour créer une bonne habitude ou en briser une mauvaise, il faut agir sur ces 4 leviers. 5. Les 4 lois du changement de comportement sont les leviers pratiques pour modifier les habitudes. De la boucle précédente découlent 4 lois. Première loi, rendre l'habitude évidente, pour l'indice. Deuxième loi, rendre l'habitude attractive, pour l'envie. Troisième loi, rendre l'habitude facile, pour la réponse. Quatrième loi, rendre l'habitude satisfaisante, pour la récompense. Pour briser une mauvaise habitude, il suffit d'inverser ces 4 lois. 6. L'environnement est plus puissant que la volonté. Au lieu de compter sur la motivation ou la discipline, qui sont des ressources limitées, il est plus efficace de concevoir son environnement pour rendre les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles. La friction ou son absence est un déterminant majeur du comportement. 7. Le point de départ d'une habitude doit être absurdement simple. La règle des 2 minutes stipule qu'une nouvelle habitude ne doit pas prendre plus de 2 minutes. L'objectif est de maîtriser l'art de commencer, car la constance est plus importante que l'intensité au début. 8. La gratification immédiate est la clé de la persévérance. Le cerveau humain est programmé pour préférer les récompenses immédiates. Pour maintenir une bonne habitude dont les bénéfices sont différés, il est crucial d'y associer une forme de satisfaction immédiate, même si elle est artificielle, comme le suivi des habitudes. 9. L'ennui est le plus grand obstacle à la maîtrise. La différence entre les amateurs et les professionnels est que ces derniers savent persévérer même lorsque la pratique devient répétitive et ennuyeuse. Tomber amoureux de l'ennui est une compétence essentielle pour atteindre l'excellence. 10. L'amélioration est un processus infini, pas une destination. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le but n'est pas d'atteindre un état de perfection, mais de s'engager dans un processus sans fin de raffinement et d'amélioration. Ces thèses forment un manifeste pour une approche du développement personnel qui est à la fois pragmatique, fondée sur la science et profondément optimiste quant à la capacité de chacun à changer, un petit pas à la fois. 17. Application du modèle dans le contexte professionnel. Les principes d'Atomic Habits ne se limitent pas à la vie personnelle. Ils sont particulièrement pertinents et efficaces dans le monde du travail, tant pour les individus que pour les organisations. 1. Pour les employés et managers. Un employé ou un manager peut utiliser le système de CLEAR pour améliorer sa productivité, ses compétences en leadership ou son équilibre vie pro-vie perso. Améliorer la concentration. Pour combattre la distraction, un employé peut rendre l'indice des distractions invisible, loi 1, en coupant les notifications et en mettant son téléphone dans un tiroir. Il peut rendre la tâche à accomplir facile, loi 3, en utilisant la règle des 2 minutes pour commencer, ouvrir le dossier et lire la première ligne. Enfin, il peut rendre la concentration satisfaisante, loi 4, en utilisant une technique comme le Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, où la pause agit comme une récompense immédiate. Développer des compétences en leadership. Un manager qui souhaite donner plus de feedback positif peut utiliser l'empilement d'habitudes. Loi 1. Après chaque réunion d'équipe, je prendrai 1 minute pour envoyer un email de remerciement à une personne qui a bien contribué. Pour rendre l'habitude attractive. Loi 2, il peut se concentrer sur l'impact positif que cela aura sur le moral de l'équipe. Gérer sa boîte mail. Pour éviter d'être esclave de sa boîte de réception, on peut rendre l'habitude de la consulter difficile, inverse de la loi 3, en ne l'ouvrant qu'à des moments précis de la journée, par exemple à 11h et 16h, et en fermant l'onglet le reste du temps. 17.2 pour les organisations et la culture d'entreprise. À l'échelle d'une organisation, les gains marginaux de l'équipe de cyclisme britannique sont un exemple parfait de la culture Atomic Habits. Une entreprise peut encourager des centaines de petites améliorations de 1% dans ses processus, ce qui, collectivement, peut conduire à une augmentation significative de l'efficacité et de l'innovation. Rendre évident. Une entreprise qui veut promouvoir une culture de la sécurité peut peindre des lignes au sol pour délimiter les zones de passage, afficher des rappels de sécurité et commencer chaque réunion par un point sécurité.
Ces indices environnementaux rendent le comportement sécuritaire omniprésent. Rendre attractif. Pour encourager la collaboration, une entreprise peut concevoir des espaces de travail ouverts et des zones de café conviviales qui favorisent les interactions spontanées. Elle peut aussi mettre en avant et récompenser publiquement les projets inter-équipes réussis, rendant la collaboration socialement désirable. Rendre facile. Si une entreprise veut que ses employés suivent plus de formations, elle doit réduire la friction. Par exemple, en proposant des modules de micro-learning de 5 minutes accessibles sur mobile, plutôt que des formations de 3 jours qui nécessitent de longs processus d'inscription. Rendre satisfaisant. Les programmes de reconnaissance des employés, les bonus basés sur la performance ou même de simples bravos publics de la part d'un manager sont des formes de récompense immédiates qui renforcent les comportements souhaités. En fin de compte, la culture d'une entreprise n'est que la somme des habitudes de ses employés. En appliquant les 4 lois au niveau organisationnel, une entreprise peut consciemment façonner une culture de l'amélioration continue, de la collaboration ou de l'innovation. 18. Principale thèse de l'auteur. Synthèse finale et détaillée. Cette section finale vise à cristalliser les arguments centraux de James Clear en une série de thèses interdépendantes, constituant l'épine dorsale de sa philosophie du changement. Thèse 1. La véritable transformation réside dans l'effet cumulé de changements infinitésimaux. Le succès n'est pas le fruit d'une révolution soudaine, mais l'aboutissement d'une évolution lente et constante. La quête de l'amélioration de 1% par jour, bien que conceptuellement simple, est la stratégie la plus puissante à long terme, car les gains se composent de manière exponentielle. Cette thèse rejette la culture de l'immédiateté et promeut la patience et la constance comme vertu cardinale. Thèse 2. L'identité est la cause première du comportement. Pour changer durablement, il faut changer qui l'on est. Le changement basé sur les résultats. Je veux perdre du poids est fragile. Le changement basé sur l'identité. Je veux être une personne en bonne santé est robuste. Chaque action est une preuve qui confirme ou infirme l'identité que l'on souhaite incarner. Le but n'est donc pas de faire une habitude, mais de devenir la personne qui accomplit cette habitude naturellement. Thèse 3. Les systèmes priment sur les objectifs. Les objectifs sont utiles pour définir une direction, mais ils sont insuffisants pour garantir le progrès. Un système, en revanche, est le processus qui mène au résultat. Se concentrer sur le système assure une progression constante, réduit le stress lié à l'atteinte d'un but précis et permet de trouver de la satisfaction dans le processus lui-même, pas seulement dans l'accomplissement final. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Thèse 4. Tout comportement est régi par une boucle de rétroaction en 4 étapes. Indice, envie, réponse, récompense. Ce modèle neurologique est le schéma directeur de toutes nos actions automatiques. La maîtrise des habitudes passe par la compréhension et la manipulation consciente de chacune de ces 4 étapes. C'est un modèle universel qui explique pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Thèse 5. Les 4 lois du changement de comportement fournissent un cadre d'ingénierie pour la modification des habitudes. Issues directement de la boucle de l'habitude, ces lois sont des leviers pragmatiques. Rendre l'indice évident pour déclencher l'action. Rendre l'envie attractive pour motiver l'action. Rendre la réponse facile pour permettre l'action. Rendre la récompense satisfaisante pour répéter l'action. Ces lois forment une boîte à outils complète et systématique pour concevoir son comportement de manière intentionnelle. Thèse 6. L'architecture de l'environnement est la stratégie la plus efficace pour influencer le comportement. La volonté et la motivation sont des ressources limitées et peu fiables. La modification du contexte physique et social est une stratégie passive et durable. En rendant les indices des bonnes habitudes visibles et ceux des mauvaises invisibles, on utilise la paresse naturelle du cerveau à son avantage, rendant les bons choix plus faciles que les mauvais. Thèse 7. L'amorce d'une habitude est plus importante que sa performance initiale. La règle des 2 minutes incarne cette thèse. Pour établir une habitude, il faut la rendre si simple à commencer qu'il est impossible de dire non. L'objectif est d'automatiser l'acte de se présenter. La constance précède l'intensité.
Une habitude doit être établie avant de pouvoir être optimisée. Thèse 8. Le cerveau humain privilégie la gratification immédiate et ce biais doit être exploité. Pour qu'une bonne habitude, dont les bénéfices sont lointains, persiste, elle doit être associée à une récompense immédiate. Le suivi des habitudes, les petites célébrations ou le temptation bundling sont des techniques pour satisfaire ce besoin de gratification instantanée et fermer la boucle de l'habitude. Sans satisfaction immédiate, il n'y a pas de raison pour le cerveau de répéter l'action.